Eh bien, avançons rapidement. Notre troisième joueur du jour, Lou Holding, si tu veux bien. Lou Holding, 9 saisons sur la décennie. Assez impressionnant cette longévité, même si combien sont des vraies saisons, on va en parler. Bien sûr, 14 points de moyenne sur la décennie, à peine 34 minutes de jeu sur la décennie en moyenne. Merci les dernières années, mais heureusement que Thibodeau était là pour monter le total au début. 17 000 minutes au total, en termes de minutage total sur la décennie, c'est 72e de la décennie, 499 matchs pour Lou Holding. Au niveau du palmarès, 2 fois All-Star, mine de rien, 2012 et 2013, et une fois All-Defensive Second Team en 2012 également. Donc voilà pour le palmarès, plutôt pas mal. Au niveau des comparaisons de draft à l'époque, NBADraft.net pensait à Grant Hill, rien que ça. Draft Express n'avait rien. Et puis ensuite, on a des surnoms de basketball référence. On a The Man from Soudan, voilà. Donc c'est pas tellement un surnom, c'est juste une description de qui il est en fait. Ça, quand on le dit en français, c'est encore pire, quoi. L'homme du Soudan, quoi. Bah, c'est ça. Et c'est-à-dire que si le surnom est plus long, autant l'appeler Deng en fait. C'est plus rapide de dire Deng. Mais bref. Donc son parcours rapidement. 25 ans au début de notre décennie. 7e pick de la draft 2004. Drafté très haut, 7e pick. Et donc 2011, il est à Chicago évidemment. 82 matchs à Chicago et 82 matchs à 39 minutes de jeu par match. Vous avez deviné qui est le coach de cette équipe des Bulls, évidemment. C'est Thibodeau. Et donc, sur ce gros minutage, il fait du 17 points de moyenne. La fameuse équipe de Chicago qui est première de conférence avec Derrick Rose MVP, bien sûr. En playoff, ils vont jusqu'en finale de conférence contre Miami et ils perdent contre le 8. 2012, 39,4 minutes de jeu par match pour notre ami Lou Holding. C'est pas mal aussi. 15 minutes de jeu par match cette année-là également. Malheureusement, en playoff, éliminé contre les Sixers au premier tour parce que blessure de Derrick Rose. Parce qu'il paraît qu'il avait trop joué cette saison-là. Mais bref, il y a un thème. Il y a un thème avec ses Bulls. 2013, toujours 38, quasiment 39 minutes de jeu par match pour Lou Holding. 16 points de moyenne. En playoff, ils battent Brooklyn au premier tour et ils tombent contre Miami au deuxième tour. Une équipe sans Derrick Rose, mais cette fois, ils sont plutôt pas mal sans lui. 2014, il fait 23 matchs du côté de Chicago. Et puis ensuite, échangé à Cleveland, puisqu'il est arrivé en fin de contrat. Donc Chicago s'en est un peu débarrassé. Ils ont réussi à obtenir, je crois qu'il y avait, si je dis pas de bêtises, ils ont réussi à obtenir Andrew Bynum en échange dans ce trade. Voilà, je te l'apprends. Mais bref. Et donc il finit l'année 40 matchs à Cleveland, dans le Cleveland très jeune de Kyrie Irving. Il est un peu le lieutenant d'Irving. Il y a un petit push, on croit qu'ils vont faire les playoffs, mais finalement non. Donc voilà. Et puis ensuite, Free Agency 2014, LeBron revient à Cleveland et donc lui fait le chemin inverse. Il va en Free Agency à Miami pour être l'ailier de cette équipe de Miami. Ça se passe pas très bien. Il a encore 34 minutes de jeu par match, donc gros temps de jeu, et 14 points de moyenne aussi. Mais l'équipe est pas aussi bonne que prévu ou qu'attendu. Pas de playoff, notamment parce que blessure de Chris Bosh, enfin blessure, avec ses problèmes de cœur et de cailloux sanguins. Donc pas de playoff pour Miami 2015. 2016, 32 minutes par match encore pour Lou Holding et 12 points de moyenne encore, donc pas si loin de ses standards. Cette fois, ils vont en playoff, ils battent les Hornets au premier tour et puis ils tombent contre Toronto au deuxième tour. Et puis ensuite, la Free Agency 2016 et Lou Holding est une de ces figures de cette fameuse Free Agency où il y a beaucoup d'argent qui est parti, très vite. C'est des joueurs qui le méritaient pas forcément, on va dire. Mais bref, donc il va aux Lakers sur un très gros contrat en compagnie de Timofey Mozgov aussi, qui va aux Lakers lui aussi sur un très gros contrat. Ça se passe pas très bien, je pense qu'on peut dire ça. C'est un peu la fin d'ailleurs, puisque 2017, il fait une cinquantaine de matchs, mais dans des Lakers qui sont pas très bons. Mais bref, 2018, il fait un match. Et puis 2019, à Minnesota, il fait 22 matchs. Mais voilà, c'est un peu fini. Donc voilà un peu pour sa décennie qui s'arrête malheureusement à 33 ans. Mais il y a plus de jus dans le moteur. Voilà. Après Miami, il y a plus de jus du tout en fait. Merci Tom Thibodeau. Mais donc bref, laissons un peu de côté ce minutage, mais pour te lancer un peu sur le profil, c'est vrai qu'il y a un déclin qui est finalement très rapide de Lou Holding, mais ça a été un profil intéressant pendant une première moitié de décennie, à défaut peut-être d'être un profil extrêmement dominant ou implacable, peut-être on peut dire. Oui, c'était... J'ai envie de dire, le holding, il était dans un moule qui était assez classique à l'époque, de l'ailier qu'on n'aurait pas appelé aujourd'hui un two-way, mais plus, on va dire, dans le sens un attaquant qui était un peu capable de se créer son propre tir, mais ni à volonté, ni avec une efficacité particulièrement palpable, quoi. C'est s'il y a un mismatch, s'il y a un temps à l'horloge on commence à voir qu'il reste plus que 10 secondes et tout,
vous pouvez mettre le ballon dans les mains de Liu Holding. Ça va pas très bien se passer, ça va pas mal se passer non plus. Donc voilà, finalement un profil offensif qui est intéressant, mais vraiment en troisième option parce que vous avez deux autres options qui sont très bonnes derrière, quoi. Pas génial, mais qui était quand même plus que le simple défenseur, tu veux dire quoi. Oui, voilà. Et après en défense, quelqu'un qui était bon sur l'homme, mais je me rappelle pas de Liu Holding comme étant euh, particulièrement un défenseur extrêmement brillant à son poste au-dessus, quoi. Voilà, cet ailier capable euh, au moins de garder, on va dire, le contact avec les ailiers stars que vous pouvez avoir en face. Mais c'est pareil, pas beaucoup plus là-dessus. Là, je parle avec mes souvenirs parce que ça me paraît lointain. C'est vrai qu'il avait une réputation d'excellent défenseur à l'époque, mais il était aussi dans une équipe qui avait d'excellents défenseurs, notamment intérieurs. Donc le genre un peu de configuration, c'est facile de briller là-dessus, quoi. Donc un profil, comme tu dis, intéressant, assez classique pour l'époque, mais que je valoriserais pas très haut non plus, quoi. Oui, oui, non, mais clairement, c'est le joueur qui pouvait faire pas mal de choses sympathiques, mais qui sortait du lot sur aucun, comme tu dis. C'est-à-dire que moi, je pense quand même que c'était un très bon défenseur sur l'homme, mais peut-être pas l'élite de l'élite, on va dire. Et il pouvait un peu faire de création, de scoring, mais à quel point c'était intéressant, bah, finalement, pas tellement. D'ailleurs, je peux donner les chiffres au niveau du volume de responsabilité, entre 20 et 22% d'usage, donc on va dire troisième option d'équipe en gros en termes de volume, et sur toutes les années de la décennie, il y en a très peu sur lequel il est efficace. Et quand je dis efficace, c'est que la première année, il fait du 101, donc plus 1% par rapport à la moyenne, et ensuite ça tombe à moins 5, moins 5%, moins 6, moins 4%. De nous, et à Miami, ça remonte un peu, mais parce que le rôle est un peu différent. Mais jamais non plus hyper efficace par rapport à la moyenne, ce qui est un peu décevant parce que lui, contrairement à McCollum, avait peut-être un profil un peu plus moins amené à prendre des tirs de star, peut-être. Quoique, finalement, il en prenait pas mal aussi dans l'attaque des Bulls, mais bref. Oui, donc juste pour le petit fun fact aussi, pour expliquer le déclin très rapide. Faut savoir que Lou Holding, donc drafté 2004, j'ai dit, ouais, c'est ça. Et donc, entre sa première année 2005 et 2015, c'est 29 000 minutes. Entre 2005 et 2015, donc c'est 11 saisons, 29 000 minutes. Harden, qui est premier en minutage des années 2010, donc 10 saisons, c'est 26 000. Donc voilà. Et 29 000 minutes entre 2005 et 2015, c'est plus qu'en carrière des joueurs qui s'appellent Stephen Curry, Sean Kemp, Bernard King, David West, Monta Ellis, Josh Smith. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc pour dire à quel point aussi, en fait, il est arrivé complètement cramé en 2015, il n'y avait plus de jus dans le moteur. Mais donc bref, ça c'est un peu le fun fact. Et sur ce côté intéressant, je crois qu'il faut aussi rajouter le fait que c'était pas la même NBA à l'époque aussi en début de décennie, on l'a assez répété. Et il y avait un côté bon défenseur sur l'homme, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, mais on n'a pas eu non plus l'occasion de le voir trop en termes de playmaking défensif, en termes de reconnaissance, de jouer dans l'espace, mais aussi parce que c'était pas trop la période et que peut-être qu'il avait pas forcément ses qualités, mais qu'on n'a pas vu, on les a pas vus à ce point, ça a pas pu l'handicaper parce qu'on l'a pas pu les voir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais pour dire autrement, c'était pas Andrei Kirilenko non plus à ce poste-là, C'est quoi. ça, voilà. Ouais. Voilà, c'est si vous Les vrais si bons vous sortaient du voulez. lot, mais lui n'était pas de cela, quoi. C'était juste la défense on-ball principalement, on va dire. C'est ça. C'est pour ça que est-ce que j'irai à contester ses présences dans le defensive team? Non, les souvenirs sont trop loin. Mais je pense que c'était pas une évidence gravée dans le marbre que Liu Holding était de ce niveau-là. C'est pas qu'il en était pas de ce calibre, mais c'était pas il faut pas le voir comme les tout meilleurs de l'époque défenseurs sur ce poste-là, quoi. Ouais. Ou du moins quelqu'un qui était capable de transcender un petit peu le poste, peut-être défensivement. Non, c'était pas vraiment ce qu'était Liu Holding non plus, quoi. Bah, c'était plutôt le profil wing stopper, comme on dit. Donc vraiment défense on-ball. Et peut-être pour aussi à son crédit, à une époque où on était beaucoup plus dans une époque de match-up fixe, je veux dire. Il y avait moins de switch et tout ça. Et la première moitié de la décennie, surtout quand on avait des ailiers offensifs de type LeBron, Kevin Durant, Carmelo et tout ça, avoir un poste 3 défenseur bon face à ce genre d'ailier offensif, ça avait de la valeur, ce fameux wing stopper. Donc
L'un dans l'autre, on va dire que quand on recontextualise, sa valeur, elle était intéressante de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que moi, je t'avoue qu'en me replongeant un peu dans des matchs et des highlights et tout ça, des stats, j'étais un peu surpris à quel point. Enfin, je me souvenais pas de Holding en tant que le joueur offensif qu'il était, dans le sens où finalement, c'était pas mal de jump shot en attaque et pas mal de tirs à mi-distance. Face up, ouais. Ouais, c'est ça, et pas tant que ça de drive ou pas tant que ça de jeu physique, mais c'était aussi et surtout en fait quelqu'un qui prenait ses petits pull-ups à mi-distance, quoi. Il était pas si rapide en fait qu'on pourrait le croire, quoi. En Ouais, fait, il était puissant. On a le sentiment avec Deng, voilà, il y a ses épaules un peu et cette longueur de bras qui vient, mais c'était quelqu'un qui voulait un peu jouer aussi en finesse, quoi. Mais qui n'avait pas, on va dire, ni forcément le dribble, ouais, ni, je sais pas, voilà, oui, c'était quelqu'un, comme je dis, on en voyait beaucoup à l'époque où vous leur donniez la balle à 45 degrés. Alors lui, c'était pas forcément du poste bas, même s'il était capable aussi de le faire. Mais c'était surtout, bah voilà, des fixations comme on a vu après un Carmelo Anthony faire beaucoup. Il était dans ce mood-là, mais dans un rôle, on va dire, bien plus bas. Vous savez, c'est un peu le joueur que vous alimentez de temps en temps, et où vous avez des résultats corrects. Mais ça va pas vous créer un vrai dynamisme offensif. Mais si vous voulez un peu répartir la marque, avoir différentes options et responsabiliser, bah, ça va plutôt bien, quoi. ouais, ça, c'est un peu Rudiger, mais avec la défense, quoi. Peut-être. Non, mais Ouais, on pourrait, bah, c'est pas si débile que ça, quoi. Après, ouais. les Holding était, euh, il s'écartait, mais c'était pas de mémoire. Là, j'essaie de retrouver les stats sous les yeux. C'était pas quelqu'un qui était non plus capable de beaucoup écarter le jeu, quoi. Non, non, non. Euh, je suis en train de voir. Ah, c'est un peu mieux que ce que je pensais à 3 points. 34% sur 3 tentatives et demie, ouais. Je crois que c'est beaucoup dans le corner ou des choses comme ça, j'aurais tendance à dire. Je me trompe peut-être, mais Non, non, euh, mais même en revoyant des matchs, il n'y a pas ce côté je prends des 3 points dès que j'en ai l'occasion, quoi. Donc c'est plutôt le joueur à l'aise à mi-distance et pas quelqu'un qui apportait un spacing. C'est dommage parce que cette équipe en aurait bien eu besoin, malheureusement. Et puis aussi, pareil, on n'en a pas trop parlé, mais sur le passing, rien de fou non plus qui sortait du lot, quoi. Pas forcément un ball stopper d'ailleurs, bah, un peu comme Rudiger ou d'autres, mais pas forcément un énorme plus non plus, quoi. C'était un moment un joueur neutre aussi de ce point de vue-là, quoi. oui, c'était quand même essentiellement un finisseur, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est alors un finisseur, pas dans le sens vous lui donnez la balle sous le panier, il peut faire que ça, comme on disait, mais c'est comme j'ai vraiment pas en tête que Deng fait partie d'un le rouage offensif de votre dynamique collective, quoi. C'est c'est pas lui qui va vous le freiner, mais c'est pas lui qui va le créer et même pas forcément, je dirais, qui va le même trop le propager, quoi. Mais pas forcément un ball stopper non plus, pas quelqu'un qui vous lui donner le ballon et un peu à la manière de Rudiger, vous savez que ça va être tiré. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui était capable, je dirais, de continuer la dynamique d'une attaque en cours parce qu'un avantage avait été créé de l'autre côté du terrain, mais en même temps, c'était pas vraiment la NBA qui était comme ça à l'époque non plus, quoi. Oui, 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 bien sûr. Mais son action un peu classique, finalement, c'était plus une sortie d'écran que d'être balle en main dans le périmètre à faire un pick and roll, quoi. Ça, c'est un peu Oui, de le. poser deux trois dribbles et voilà, quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et finalement, je me dis, bon, c'était un joueur qui était pas si efficace que ça sur son scoring. On a dit les chiffres et c'était plutôt en dessous de la moyenne. Le playmaking, pas un handicap, mais pas non plus de valeur positive à rajouter. À quel point finalement ce profil de créateur secondaire ou tertiaire était intéressant. Je crois que le profil offensif, en tout cas le joueur était intéressant parce qu'il y avait aussi la défense, quoi. Mais que finalement en attaque, c'était pas à ce point la folie, quoi. Je sais pas trop comment le formuler, mais c'était le mec qui, comme tu dis, le mec, tu lui donnes la balle, ça se passe pas bien, ça se passe pas mal, ça se passe en fait, quoi. En fait. Tu vois, on parlait tout à l'heure avec McCollum et Holiday et Middleton, des joueurs où en troisième option, ça va plutôt bien. Mais troisième option, dans le sens où, comme je dis, hein, c'est pas la troisième option qui s'agrège bien aux deux premières, non, c'est la troisième qui est un petit peu dans son monde, Ouais, un peu au-delà, qui voilà, hein, si tu vas lui demander de scorer, notamment si c'est le banc et tout, il va être capable de le faire, pas très bien, mais il va être capable de le faire. Et par contre, qui t'apporte une cohérence défensive, qui ne t'enlève rien, voire même t'apporte des choses en termes de cohérence défensive derrière, quoi. Quitte
à être un peu plus joueur sur notamment tes profils offensifs que tu peux mettre derrière, quoi. Sachant que tu as un Deng, euh, c'est, je dirais pas que ça va compenser forcément si tu avais une première option, un Isaiah Thomas qui serait là sur le terrain. Mais voilà, ça peut te compenser certaines choses. On peut penser à l'époque des Bulls, hein, c'était Derrick Rose et Carlos Boozer. Bah, ça te pose pas trop de soucis parce que bon, certes t'avais Noah, mais aussi parce que t'avais un Den qui était en partie là aussi, quoi. Donc je trouve qu'il va un peu dans ce moule, je dirais il va un peu dans ce moule des troisième options, quoi. Après c'est marrant, c'est un joueur que alors, peut-être parce que il y avait le style, mais je trouve que même dans les caractéristiques physiques et tout, dans sa manière de jouer, que j'imagine pas du tout sur la deuxième partie de la décennie, quoi. Oui, oui. Peut-être, effectivement, il y a le problème de minutage qui fait qu'il y a eu un déclin rapide, mais même s'il avait pu jouer, il n'aurait pas été aussi bon en deuxième moitié dans la NBA de deuxième moitié de décennie qu'en première. Puis il avait une mécanique de tir qui était quand même un peu particulière. Alors bon, hein, il y a des joueurs avec des mécaniques de tir très particulières qui ont été d'excellents shooters à 3 points, et qui donnent un peu la sensation que c'était un peu compliqué d'avoir du volume ou d'avoir un catch and shoot qui était forcément très bon. Et après, pour moi, voilà, c'est un peu en termes de vision du jeu et tout. Je pense que c'est quelqu'un c'était compliqué fondamentalement de lui demander un peu plus de dynamisme, quoi. Mais bon, il est façonné par son époque aussi, donc c'est toujours des hypothèses délicates à faire, quoi. Minutage de playoff, mine de rien, 1600 minutes, 1600, 67e total, 41 matchs de playoff sur la décennie. Et sur ces 41 matchs, il jouait en moyenne 40 minutes de jeu par match. donc, donc voilà, encore toujours ce fameux minutage à la Thibodeau. Et puis, d'ailleurs, 5e plus gros minutage de playoff de toute la décennie, de tous les joueurs de cette décennie. Ah la vache. Seulement derrière LeBron, KD, Lillard et Chandler Parsons. Voilà. Alors, je reprécise, puisque au montage, ça n'a pas l'air hyper clair. Lou Holding est 5e de la décennie sur le minutage par match, évidemment. Il est 5e derrière LeBron, Kevin Durant, Chandler Parsons et Damian Lillard, et donc 5e en termes de minutage par match en moyenne. Mais sur le minutage total, je répète qu'il est 67e avec 1600 minutes, notamment moins que PJ Tucker et Joachim Noah. Et donc maintenant, dans le classement, où est-ce qu'on l'imagine? Plutôt, on va dire, le dernier tiers, j'ai cru deviner. Oui, je suis en train de regarder le classement. On a par exemple, on a du Ariza, qui est 75e, on va dire, Ariza, sachant qu'il a 10 saisons, mais moins d'attaque. Ça peut être un point de repère. Oui. Mais pour le coup, Ariza était beaucoup plus finisseur, quoi. Mais comme tu dis, il y a la longévité qui va derrière. Ouais. Sachant que PJ Tucker, encore moins d'attaque et moins de longévité. Et juste à côté aussi. Non, mais c'est vrai que à peu près dans cette zone-là, je pense, pas forcément beaucoup plus haut, parce que tu vois, par rapport à Roy Hibbert, je serais presque enclin de dire en dessous de Roy Hibbert, non? La comparaison est difficile parce que j'ai- c'est des profils assez différents. Roy Hibbert, bon, ça marchait dans une équipe en particulier. Là, on a dit que à l'époque, les Holdings, ça l'aurait fait dans beaucoup d'équipes. Mais j'ai pas envie de le mettre au même niveau que, on parlait tout à l'heure, hein, des troisième options, des Middleton, des Holiday, même des McCollum. Peut-être à tort. Est-ce qu'il y a pas un biais un peu d'époque qui va un peu avec tout ça? Après, je vois qu'on a Jake Crowder largement plus bas, actuellement. 88e. Oui, mais après, Deng, à l'époque, était capable de faire bien plus. On en revient à Carissa, était bien capable de C'est faire vrai, bien plus offensivement que Crowder, qui, même des fois dans un rôle limité, n'a pas pu toujours apporter, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Ben moi, je me demande si le bon endroit, c'est pas dans les Jeff Teague, George Hill, David West. Donc, au-dessus de... Par exemple, au-dessus de joueurs comme David Lee, Ty Lawson, qui ont été un peu plus des moteurs offensifs plus majeurs. Ouais, mais après, on a dit qu'on a combien de saisons, lui, Holding? Ou c'était On plutôt en pas a, on mal? va dire, 3 pleines à Chicago, une où il est transféré à Cleveland, et ensuite 15-16 à Miami, et ensuite c'est fini. Donc on va dire 5 pour être généreux, 5 et demi. Ouais.
David Lee Tylerson, c'est 4, par exemple. Je sais pas, c'est peut-être philosophique, mais tu vois, même Kyle Korver, je serais presque tenté de mettre Kyle Korver au-dessus. Beaucoup moins bon en défense, évidemment, mais qui apportait une vraie plus-value offensive de par son jeu de création indirecte. On peut dire qu'on est entre Kyle Korver et Jefferson. On peut, mais j'ai l'impression que tu serais pas contre descendre Jeff Teague, du coup. Oui, j'ai pas particulièrement d'attache particulièrement avec Jeff Teague. Ouais. C'est vrai, ça s'entend. Ça s'entend. Peut-être que Jeff Teague est trop haut. Ok. Ok, alors petit quiz pour finir. C'est un qui joue cette série cette fois. C'est le fameux Brooklyn-Chicago de 2013, la série des buzzer beaters de Joe Johnson et Nate Robinson. Deux petits indices. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs qui ont joué cette série? Waouh, alors ça va être dur ça. Côté Chicago, on va avoir Carlos Boozer. Oui. On va avoir Noah. Oui. Rose devait pas être là. Non. On va avoir Taj Gibson. Tout à fait. Marco Bellinelli. Effectivement, Bellini est là. Nate Robinson. Nate Robinson, évidemment, oui. Et là, je sens qu'il manque du monde sur les postes extérieurs. On a un jeune... d'ailleurs, je crois que c'est cette série où il enchaîne 3 matchs à 48 minutes de jeu par match. Un jeune ailier 3&D à l'époque. Enfin, plutôt défenseur à l'époque. Butler ? Exactement, Jimmy Butler. Ok. Je crois que sur ses playoffs 2013, Thibodeau le fait jouer 3 matchs d'affilée, 48 minutes. C'était une première depuis Will Chamberlain, je m'en souviens. Ok. Un meneur backup de Chicago de cette époque, qui était drafté assez haut en 2003 d'ailleurs, je crois, qui avait été le meneur jusqu'à ce qu'arrive Derrick Rose. Ça te dit rien, ça? Ah, Kirk Henry. Exactement, Kirk Heinrich est là. Un autre meneur backup, d'ailleurs, le frère de Jeff Teague était là. C'était Marquis Teague. Tu dois pas trop t'en souvenir, toi. Je me souviens de Marquis Teague, mais déjà que Jeff Teague, Marquis Teague, c'est encore moins, quoi. Oui. Oui, tout à fait. Et puis, alors, on a des Malcolm Thomas du côté de Chicago. Je t'épargne ça. Tiens, le pivot backup, est-ce que je crois qu'il a joué aux Spurs, le pivot backup. Non, je saurais pas trop comment te le faire deviner. Nazar Mohamed était là dans cette série. Attends, de mémoire, pivot titulaire pour un titre. Je sais jamais si je crois que c'est en 2005 et Nesterovic. Ah, peut-être. Et puis, alors Daquan Cook aussi, mais je ne sais pas comment te le faire deviner à part le shoot ou un jeu de mots pourri sur la cuisine. Mais non, il y avait quelqu'un, alors peut-être t'as oublié, un ancienne star des Pistons qui était par là. Des Pistons 2004. C'est pas Billups, c'est pas les Wallace, c'est Rip Hamilton. Exactement, Rip Hamilton, dans ce Chicago 2013. Aucun souvenir. Qui d'ailleurs a été dans l'actu récemment, puisque Butler a dit que Hamilton lui avait appris certains trucs. Et du côté de Brooklyn, est-ce que tu as certains noms ou pas de cette série? Tout classique, hein. Teron Williams. Ouais. Brook Lopez. Mm-hmm. Joe Johnson. Ouais. Gerald Wallace. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà André Blatch? Tout à fait. André Blatch est là, exactement. Est-ce que c'était aussi l'époque de Keith Bogans? Tout à fait. Keith Bogans est là. Attends, parce que là, ça me fait rappeler des noms rigolos. Christian Fries. Exactement, je vais dire Monsieur Kardashian, il est là. Et attends, je vais finir. Après, je crois que j'ai plus personne. Je vais finir par Marshawn Brooks. Et oui, il est là. Effectivement, Marshawn Brooks est là. Allez, il y en a un qui a chanté l'hymne national. Ça te dit rien, ça? Non. Ancienne star des Pistons 90 et de Dallas ensuite, je crois. Ou Pistons ou Sixers, je sais plus. Je crois que Sixers, peut-être, je confonds. Ah, Jerry Stackhouse. Exactement, Jerry Stackhouse était là, en fin de carrière. Et puis, on avait un barbu. Je crois que toi, tu l'appelles le spécialiste du rebond offensif. Le monstre du rebond offensif. Reggie Evans. Exactement, Reggie Evans est là. Alors, on avait un Européen shooter à lunettes, je crois. Toujours des lunettes. Il y en a certains qui se demandent est-ce que vous l'avez pas vu? Non, ah putain. Mirza Teletovic. Exactement. Plus indice de plus en plus pourri. Et puis après, ensuite on avait Tyson Taylor, mais ça je te le fais pas deviner. J'aurais pu te faire deviner parce que c'est lui qui fait le coup avec Jason Kidd du faux vert renversé sans faire exprès sur le terrain. Mais bref, donc Tyson Taylor était là. Magnifique équipe des Nets 2013. Bref.